Est-ce que vous avez suivi ce qui se passe au Togo? Je vous dis tout de suite, je ne suis pas spécialiste de la politique togolaise, etc. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt vous proposer un état des lieux, voir qu'est-ce qui est sorti sur la question, voir des documents d'archives, voir des documents actuels, voir des interviews de différentes personnes qui prennent position sur la situation actuelle au Togo. Et à partir de là, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. L'idée, c'est de vous donner des pistes pour aller creuser encore plus loin et comprendre la complexité de la situation qui est en train de se jouer. N'hésitez pas, si vous avez dans les commentaires, vous pouvez indiquer si je me trompe quelque part, si j'ai besoin d'autres sources. N'hésitez pas à mettre des sources dans les commentaires de manière la plus constructive possible. C'est ce qui va nous aider à nous faire une meilleure idée des choses. Et donc, on va se lancer sur ce qui se passe au Togo actuellement. Alors, hop, je ferme ça. D'abord, non, je vais vous montrer une vidéo qui est sur Instagram pour commencer. Je l'ai trouvée, moi, hop là, attendez. Tac. Cette vidéo, je l'ai trouvée sur le site sur le compte Instagram Togolais du monde entier. Je pense que vous le voyez ici. Ouais. Voilà. Ça s'appelle Togolais du monde entier. Et c'est une vidéo qui est prise de TRT Africa. Et je crois que TRT Africa, c'est un peu la chaîne d'actualité en continu qui a été créée par la Turquie. Je crois que c'est Turquie quelque chose RT. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Ah bon, on va pouvoir cliquer ici pour voir. C'est bien d'avoir les sources de quoi on parle. TRT Africa, ça veut dire... Comment est-ce que je vois? Voilà. On va sur YouTube. Voilà. Bon, je sais pas c'est quoi, ça veut dire quoi exactement le nom, mais en tout cas, c'est une chaîne d'infos en continu qui émane de Turquie. Et donc, ils ont fait cette vidéo qui explique un petit peu ce qui va se passer au Togo. Et vous allez comprendre voilà, la situation actuelle et ce qui fait une sorte de buzz. Et après, je vous parlerai du Togo. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Togo, on va essayer de voir un peu c'est quoi l'histoire politique du Togo. Et c'est parti. Ton étude à l'Assemblée. Attendez, parce que là, vous n'avez pas entendu le début. C'est ça qui est relou avec Instagram, tu peux pas gérer la timeline, quoi. Selon l'article 144 de la Constitution actuelle, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à un cinquième au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Que dit exactement ce projet de révision constitutionnelle? La nouvelle constitution en étude propose que le Togo fonctionne sous un régime parlementaire. Jusque-là, le pays est sous un régime présidentiel. Qu'est-ce que cela implique? Le président de la République ne sera donc plus élu au suffrage universel direct, mais par l'Assemblée nationale. Les députés, eux, seront issus du suffrage universel pour un mandat de 6 ans. Ces députés désigneront également un président du Conseil qui sera le chef du gouvernement. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans contre 5 selon l'actuelle loi fondamentale du Togo. Il ne sera rééligible qu'une seule fois et sans débat par l'Assemblée nationale au scrutin secret à la majorité absolue. On ne peut pas... Alors attendez, déjà est-ce que vous avez compris quelque chose là ou pas? Donc en gros, il y a une révision constitutionnelle au Togo, donc qui fonctionnait sur un régime présidentiel et qui va passer sur un régime parlementaire. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a un chef d'État au Togo, un président, qui est au pouvoir depuis 2005, si je ne me trompe pas. Donc ça va faire beaucoup, presque 20 ans maintenant, si c'est bien 2005. Et donc l'idée, c'est que là, normalement, il devait y avoir des élections qui arrivaient, je crois que c'est en 2025. Et ce changement constitutionnel permettrait en fait que ça remette un petit peu les compteurs à zéro au niveau du nombre d'élections et surtout ça permettrait maintenant d'avoir un président de la République qui n'aura plus vraiment de pouvoir politique fort. Ce serait plus un régime présidentiel où le président a tous les pouvoirs comme c'est un peu le cas en France, enfin tous les pouvoirs entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, le régime présidentiel français, c'est celui qui a été calqué sur la majorité des anciennes colonies quand la France est partie. Or, c'est pas un régime qui correspond à tous les États du monde. La preuve, en Angleterre, c'est pas ce type de régime qui existe, en Belgique non plus, en Italie non plus, enfin bref. C'est un régime très spécifique et pourtant il a été appliqué à plein d'États en Afrique. Et du coup, l'idée, ce serait de sortir de ce régime pour entrer dans un nouveau. Sauf que, il y a quelque chose qui pose question, c'est qui va être le président de ce nouveau régime et que va-t-il advenir du président actuellement en fonction au Togo. Et pour ça, on va voir un petit peu l'histoire politique du Togo et ça va vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe.
Alors Bad Trip Balkany qui dit qui propose ce changement. Ben là, c'est plutôt le parti au pouvoir actuellement, le parti qui s'appelle UNIR et qui est le parti du président actuellement au pouvoir. Ah oui, bah fallait bien changer à un moment, oui, 20 ans quand même. Alors attendez, je vous montre un peu l'histoire du Togo. Donc ça, c'est le drapeau du Togo. Le Togo, encore rappelé la République togolaise. Pourquoi ils ont mis encore rappelé ? Bon, je sais pas. Est un pays d'Afrique de l'Ouest dont la population est estimée à environ 8 millions d'habitants en 2023. D'habitants, ouais. Bon, en fait, c'est très mal écrit, hein, ce Wikipédia, parce qu'ils remettent d'habitants juste derrière. Pour une densité de 152 habitants au kilomètre carré. Le Togo tire son nom de l'actuelle Togoville, qui est une petite ville de la région maritime du Togo, située en bordure du lac Togo. Ok, mais ce n'est pas la capitale du Togo. La capitale du Togo, c'est Lomé. Faisant partie des plus petits États d'Afrique continentale, le Togo couvre... Pourquoi j'arrive pas à vous sélectionner le truc ? Une superficie de 56 600 km et s'étire... Enfin, kilomètres carrés et s'étire sur environ 550 km du nord au sud avec une largeur n'excédant pas 150 km. Donc je vous montre un petit peu sur la carte. Le Togo, c'est vraiment tout petit. C'est ce pays qui est ici, coincé entre le Ghana et le Bénin, et au-dessus le Burkina Faso, et qui a quand même un accès à la mer. Donc c'est un pays vraiment fin, qui est le résultat en fait d'un découpage, comme vous vous en doutez, toujours pour ce genre de pays qui a une forme un petit peu étrange comme ça, qui est le résultat d'un découpage colonial. Il y a une histoire très particulière coloniale sur ce pays qui n'est pas la même que les autres pays de la région. Je vous explique, en 1884, le territoire est colonisé en tant que protectorat allemand. Donc ça, c'est une histoire vraiment spécifique, et si vous allez au Togo, vous allez voir qu'il y a quand même vraiment un reste de cette colonisation allemande, et aussi une nostalgie, quelque part, de la colonisation allemande, qui est présente surtout chez les personnes qui sont dans le milieu culturel. Au cours de la Première Guerre mondiale, le protectorat est partitionné en 2 mandats entre le Royaume-Uni dans l'ouest et la France dans l'est en 1916. C'est-à-dire que le protectorat allemand sur le Togo, je vais essayer de vous le montrer ici, qui s'appelait donc le Togoland, était plus large, vous voyez, que le Togo actuel. Le Togo actuel, c'est la partie rose. Et la partie verte, elle a rejoint le Ghana, puisqu'il faut savoir que le Ghana, c'était une colonie anglaise, le Bénin, c'était une colonie française. Donc le Bénin, c'était le Dahomey à l'époque. Et du coup, quand les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, leur protectorat ici a été réparti entre, à droite, les Français, et à gauche, les Anglais. Sachant qu'en réalité, les peuples qui vivent dans toutes ces régions, les mêmes peuples qui vivent ici. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de les découper de manière, vous voyez, verticale. En réalité, il y a des peuples qui vivent ici, qui pourraient être un grand cercle en haut, comme ça, qui irait du Ghana au Bénin, au Burkina. Et il y a d'autres peuples qui vivent ici qui pourraient faire aussi un grand cercle. La cohésion entre le nord et le sud est assez complexe dans le cas de ces pays-là, que ce soit le Ghana, le Bénin, le Togo, etc. Et donc, voilà, on revient à l'histoire du Togo. Tandis que le mandat britannique est intégré à ce qui est aujourd'hui le Ghana, qui s'appelait à l'époque, je crois, la Gold Coast, la colonie française obtient son indépendance le 27 avril 1960. Donc la colonie française, donc en gros le Togo qui était protectorat allemand, qui est devenu ensuite protectorat français, mais en fait qui était géré par le ministère des colonies, a eu son indépendance le 27 avril 1960 pour devenir donc le pays moderne du Togo actuel. Donc à l'époque, son président s'appelait Sylvanus Olympio au moment de l'indépendance du Togo. Et à l'issue de 2 coups d'État en 1963 et 1967, on a Gnassingbé Eyadema qui accède à la présidence du pays et qui met en place donc une dictature fortement autoritaire à parti unique. Bien que le multipartisme soit instauré au début des années 90, il continue à se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort en 2005, où son fils, Faure Gnassingbé, lui succède à la présidence et reste au pouvoir encore à ce jour. Donc on voit que depuis la fin de la colonisation française, depuis 1967, on a eu donc un coup d'état militaire avec Gnassingbé Eyadema qui est resté au pouvoir jusqu'en 2005. Quand il est décédé, c'est son fils qui a pris le pouvoir. L'autre particularité du Togo, le Togo fait partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la communauté, donc la CEDEAO, économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais aussi, elle est membre du Commonwealth depuis 2022. Ça, c'est hyper intéressant et important à comprendre parce que la majorité des pays anciennes colonies françaises ne sont pas membres du Commonwealth, puisque le Commonwealth, en fait, c'est le résidu de l'Empire colonial britannique. Pourtant, le Togo a rejoint le Commonwealth en 2022, donc ça fait très peu de temps, et ça montre aussi
la distance qu'il peut mettre à des moments avec le pouvoir français, en sachant que Gnassingbé Eyadema est quand même arrivé au pouvoir avec une forte relation à la France à l'époque. Bonjour Trognon. Bonjour... attendez, j'essaie de relire ce que vous disiez. Il n'y a pas une douille si c'est le parti du président qui propose ça. C'est ce qu'on va essayer de comprendre justement. Bonjour tout le monde. Alors bon, on a eu quelques infos là sur le Togo déjà. Je vais vous lire un petit truc sur Sylvanus Olympio. Donc, en février 58, la victoire du Comité de l'unité togolaise aux élections ouvre la voie à une indépendance complète du pays, confirmée 6 mois plus tard par la levée de la tutelle du pays par l'ONU, puisque le pays était en fait sous tutelle de l'ONU à ce moment-là. Bref, bon, ça c'est la complexité de ce qu'on appelle les protectorats. Comment les Français ont maintenu leur colonisation, c'était en mettant des pays sous tutelle de l'ONU. Donc le Togo obtient son indépendance complète le 27 avril 1960. Antérieurement, l'autonomie interne remontait à 56 avec l'institution de la République autonome du Togo. Et oui, puisque contrairement à d'autres colonies, il y a eu une sorte d'autonomie du Togo au sein du projet colonial français. C'est ce que je vous dis avec la tutelle de l'ONU, etc., etc. Mais bon, c'est une histoire assez complexe à comprendre, mais vraiment passionnante. Parce que du coup, c'est un pays spécifique par rapport à d'autres pays. Et donc, Sylvanus Olympio a été le premier président togolais. Et on va regarder une petite vidéo peut-être où Sylvanus Olympio s'exprime. Comme ça, vous voyez un peu qui c'est. Je vais essayer de vous trouver ça. Hop. Lui, c'était Sylvanus Olympio. Je sais que sur YouTube, du coup, il y a des... Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien mon image? Ouais, c'est bon. Sur YouTube, il y a des documentaires un petit peu sur cette histoire. Il y a un documentaire sur l'indépendance du Togo. Il dure 38 minutes. Ça, c'est le monument en l'honneur de l'indépendance du Togo. On veut des paroles. Ok. À quelques jours de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo, les prêtres et prêtresses des couvents du canton d'Abodrafort, lieu de naissance d'Octaviano et Epifanio Olympio, oncle et père de Sylvanus Olympio, père de l'indépendance du Togo, ont invoqué les dieux et les mânes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Togo, c'est un pays dans lequel les traditions sont très très fortes. Et c'est un peu comme le Bénin, où il y a un véritable... le rôle du spirituel au Togo est très 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 important. Et du coup, tu peux pas dissocier la politique togolaise de son rapport à la religion. Il y a des questions de vaudou, mais il y a plein de choses qui se passent au niveau spirituel au Togo. Ça fait partie des berceaux de ceux qui ont conservé des traditions... assez ancienne, et donc là je voulais juste vous mettre le début du docu parce que ça peut peut-être vous donner envie d'aller fouiller, mais je vais mettre je crois que je sais que j'avais trouvé une fois, voilà, Sylvanus Olympio discours, un petit extrait du moment où Sylvanus Olympio parle du fait qu'il va prendre l'indépendance. Voilà, c'est cette vidéo, je vais vous montrer juste cette petite vidéo, 2 minutes. Hello, le christianisme n'est pas trop implanté là-bas, demande Déméter. Si, il y a aussi le christianisme qui est très fortement implanté. Hein. Il y a eu beaucoup de missions, notamment protestantes et catholiques, qui se sont un peu fait la concurrence au Togo.
Et ça, pareil, c'est aussi lié avec quand la France est présente, elle va plutôt mettre en avant le catholicisme. Quand l'Angleterre est présente, elle va essayer de saper les bases du catholicisme. Donc bon, ça c'est des choses. Et aujourd'hui, il y a les églises évangéliques qui sont assez importantes et énormes au Togo, mais comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc oui, il y a quand même ça. Et j'allais dire, il y avait une autre question tout à l'heure. Président est du sud ou du nord ou rien à voir. Alors si je me trompe pas, Eyadema Gnassingbé vient du nord du pays, si je ne me trompe pas. Famille protestante. Il naît à Pia, dans le nord du Togo. Ouais. Donc il naît dans le nord, sachant que ceux qui avaient le pouvoir avant son accession au pouvoir étaient plutôt des familles du sud du Togo. Mais c'est des peuples aussi assez différents, il y a des langues différentes entre le nord et le sud. C'est pour ça que je vous dis, le découpage colonial produit un véritable problème de répartition politique. Mais c'est le cas dans quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Ça fait toujours des conflits entre nord et sud. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais qui sont vraiment le résultat aussi de ces découpages-là. Je vous montre une petite vidéo de Sylvanus Olympio qui s'exprime sur la question de l'indépendance au moment où justement il allait la demander. Monsieur le ministre, nous voudrions connaître les buts de votre voyage à Paris. Vous avez, je crois, rencontré le ministre de la France d'Outre-mer. C'est exact. Je suis de passage à Paris. Je me rends à New York pour assister aux débats qui vont se dérouler sur l'avenir du Togo. Et comme vous le savez peut-être, il y a eu des négociations ici le mois dernier. Donc c'était plutôt en septembre dernier. Et à la suite de ces négociations, il y a eu un communiqué. Et sans doute, vous avez vu dans les communiqués qu'une date de l'indépendance du Togo a été arrêtée. C'est pour cette raison que vous vous rendez à New York. Je vais à New York pour assister au débat qui certainement sera un débat sur l'avenir du Togo. Ça veut dire la France certainement posera la question de l'abrogation de l'accord de tutelle. Vous voyez qu'à ce moment-là, il prend des pincettes pour parler d'indépendance, parce que c'est pas encore gagné du tout, et il peut se faire assassiner assez facilement par des personnes proches du pouvoir français s'il est trop précipité dans ses réponses. Et vous voyez comme à l'époque, dire on va prendre l'indépendance, c'était pas facile. Et la journaliste lui pose vraiment des questions de manière un peu retors, et lui, il esquive toutes les questions pour ne pas montrer trop de... Comme aujourd'hui on dirait du séparatisme, parce qu'à l'époque on parlait vraiment des séparatistes pour ceux qui voulaient l'indépendance des Outre-mer, puisque c'était des Outre-mer à l'époque. Et nous aimerions que l'abrogation des tutelles coïncide avec la déclaration de l'indépendance du Togo. Je vais à New York, comme je vous ai dit, pour assister à ces débats. Ces débats qui commencent le 3 novembre. Exact. Les débats commencent le 3 novembre. Est-il indiscret de vous demander de quelle manière vous envisagez ensuite les rapports entre la France et le Togo? Voilà, là vous me posez une question qui sera tranchée non pas par les gouvernements ou par moi-même, mais par l'Assemblée territoriale, ça veut dire notre Assemblée législative. Et ceci, ce sera pour plus tard. Ça sera certainement plus tard. Merci, Monsieur le Président. Donc c'était pour vous montrer rapidement ça. Je vais vous montrer un autre truc avant. Ah voilà. On a parlé de Sylvanus Olympio. Du coup, Sylvanus Olympio, si j'arrive à retrouver... Comment est-ce qu'il a pris ses distances ensuite avec la France une fois que le Togo est devenu indépendant. Et il a été assassiné dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963 par un commando de 6 hommes, puis il a été attaqué d'abord une première fois, puis assassiné le lendemain devant l'ambassade des États-Unis à Lomé, où il s'était réfugié. Mais ça montre aussi que, là vous voyez dans les questions qui étaient posées juste avant, il y avait vraiment un conflit entre est-ce qu'il va rejoindre le camp entre guillemets anglo-saxon ou rester dans la tutelle française. Bon, je vous laisse lire des choses sur cette affaire-là, si ça vous intéresse. En tout cas, c'est une histoire assez sombre, hein, comme d'habitude, entre la France et ses anciennes colonies. Et ensuite, la personne qui arrive au pouvoir au Togo, c'est donc Eyadema Gnassingbé. Et pareil, vous avez un documentaire sur lui,
président tirailleur général. Pourquoi ce titre ? Parce que Yadema Singbe a servi avant tout dans l'armée coloniale française. Mais quand je dis avant tout, c'est pas de manière forcément discriminante, mais c'est que la majorité de toute façon des soldats, des militaires qui ont fait des coups d'État en Afrique de l'Ouest à cette période étaient d'anciens militaires français, puisque pour être militaire dans un pays d'Afrique de l'Ouest, il fallait avoir servi dans l'armée française, puisque c'était la seule armée qui existait. Ah, mais je savais pas que c'était un film d'Éric Deroux. Éric Deroux qui fait des super livres aussi sur l'histoire coloniale. D'accord, mais j'ai pas encore regardé le film, je vous mets juste le début, mais je le regarderai plus tard. Gnassingbé et Yadema, une des figures les plus controversées de l'actualité africaine. Ancien tirailleur de l'armée coloniale française, général, président du Togo depuis 34 ans, malgré 5 attentats, un crash d'avion et plusieurs coups d'État, il est le médiateur de la plupart des conflits qui ensanglantent la région. Pour les uns, il est l'archétype du dictateur militaire et Amnesty International l'accuse de crimes contre l'humanité. Pour les autres, il incarne une Afrique à laquelle nous ne comprenons rien. Volontaire, machin volontaire là. Engagé volontaire. Vous savez, madame, je suis tellement fier, pourquoi pas? Alors, je vous laisserai regarder ce documentaire, mais ça explique déjà bien la figure de Yadema Gnassingbé et aussi la politique dans laquelle s'inscrit donc son fils Faure Gnassingbé qui est actuellement au pouvoir. Et donc là, on en arrive plus à l'actualité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Togo ? On l'a vu, il y a ce projet de révision constitutionnelle, en sachant qu'il y a quelques années, donc il y a 2 ans, le Togo a rejoint le Commonwealth anglais et qu'un régime parlementaire, en fait, c'est beaucoup plus proche aussi de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon que ce qui se passe dans le monde français ou francophone. Alors, je vais vous montrer une autre image. Le Togo, aujourd'hui, donc avec Faure Gnassingbé, donc le fils. Alors, Déméter qui dit 5 attentats quand même, vulgairement, il était increvable le type. Ouais, vraiment, c'était... Après, c'est un régime militaire extrêmement bien structuré qui fait qu'il y avait une protection très forte de ces soldats, services secrets, etc., qui était extrêmement efficace aussi, il faut le dire. Et aussi une répression des opposants qui était terrible. Alors, au Togo, une nouvelle constitution provoque donc une levée de bouclier de la part de l'opposition. Donc il y a des articles qui sont en train de sortir actuellement sur ce projet de loi, mais ce qu'il faut savoir avant que je vous dise ça, laisse-nous le lien dans le chat s'il te plaît. Ah ouais, ok, je vous mets ça. Attendez, hop, tac, tac. Je vous mets ma tête en attendant que je vous mets le lien. Voilà le lien. Et je vous mets aussi celui sur Sylvanus Olympio. Parce que ça peut vous intéresser. Oula, pardon, vous avez le son. Donc celui que je viens de mettre, c'est celui sur Gnassingbé et Yadema. Et celui-ci, ça va être celui sur Sylvanus Olympio. Voilà, hop. Alors, donc... Attendez, je me perds dans toutes mes pages ouvertes là. Ce qu'il faut savoir d'important avec cette affaire, c'est que actuellement le Togo, c'est un des pays qui est justement à la... En fait, qui sert diplomatiquement, et c'était déjà le cas sous le père, donc sous Yadema, c'est le pays qui va vraiment essayer de faire de la diplomatie au maximum. Donc par exemple, vous avez peut-être suivi la question du coup d'État qu'il y a eu au Niger et le Nigeria qui voulait attaquer le Niger militairement. Bah, c'est le Togo qui a été le cœur de l'endroit où la discussion a eu lieu entre les différents pays africains pour empêcher une guerre d'éclater sur le continent. Donc le Togo, depuis des années, se positionne comme place forte de la diplomatie africaine pour empêcher des guerres entre États. Donc ça, c'est un point très important pour comprendre qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de ce régime, qui est un régime quand même militaire avec une alternance nulle depuis l'indépendance du Togo quasiment, quoi. Donc ils ont jamais eu de... Il n'y a jamais eu de... Pardon, je vous ai fait perdre l'image. Il
il n'y a quasiment eu jamais d'interruption de ce régime. Mais ce qui leur donne leur force, c'est ce truc-là d'à l'extérieur être une plateforme. Voilà. Et je vais peut-être vous montrer un petit bout d'interview du président. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je vais très vite sur l'explication. Mais c'est vraiment pour vous donner des pistes de réflexion pour ensuite comprendre la situation actuelle. Il y a eu une interview qui a été réalisée du président actuel, donc Faure Gnassingbé, qui a été publiée sur le site de New World TV, qui est une télé d'infos en continu togolaise. Alors, au-delà de ces questions techniques, ça fait 63 ans que nous accédons à la souveraineté internationale. Quel est le cap que vous fixez? Où allons-nous, Monsieur le Président? Donc c'est ma conception du pouvoir n'est pas un guide qui fixe un cap. C'est plutôt une aventure collective. Et c'est pour ça que, vous vous souvenez, nous avons fait le PND en 2018. Programme national de développement. Voilà. Et après, on parlait de feuille de route. Ça se demande c'est quoi PND, pourquoi la fête, voilà. C'est parce que quand nous avons fait le PND, nous l'avons élaboré, pendant la campagne, les messages que nous avons reçus n'étaient pas tout à fait alignés à ce qui était dans le PND. Donc c'est l'ajustement du PND qui a donné la feuille de route. Et comme nous sommes un peu tenus par le calendrier politique, nous avons mis ça dans la période 2025. Qu'est-ce que nous avons entendu dans nos populations? J'essaie d'écouter pour savoir en fait s'ils parlent de justement cette position au niveau de la souveraineté internationale, comment ils se positionnent eux en fait aujourd'hui dans le paysage global et surtout par rapport à leur opposition, puisque pour l'instant c'est la même famille qui est restée au pouvoir pendant très très longtemps avec la stratégie qu'on leur connaît. Et voilà, qu'est-ce qu'il pense vraiment? Et là, il disait, pour lui, c'est pas être un guide qui donne le cap, mais c'est de faire avec les autres. Alors, comment est-ce que ça, c'est faisable? Est-ce que c'est justement vers ça que va cette modification de la Constitution ou pas du tout? Certains besoins qui doivent être satisfaits. Nos populations, nous l'avons bien entendu, tous ceux qui ont participé à la campagne. Donc, c'est pour ça que nous avons dit, fixons nos cap, disons que... C'est vrai que c'est bizarre parce que cette interview est très... Là, on sent qu'elle est très cutée, très montée. C'est pas forcément le truc le plus agréable à écouter, mais je vous laisserai écouter la vidéo en entier. Vous la trouvez donc sur New World TV. En tout cas, il dit qu'il est à l'écoute des populations et c'est souvent ce qu'on reproche à son régime, c'est d'être très bien vu à l'extérieur puisqu'ils ont ce rôle de diplomatie politique. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il arrive de la vie politique togolaise? Comment est-ce que les Togolais s'impliquent politiquement dans leur pays? Et donc, on va revenir sur ces vidéos-là qui expliquent un peu ce qui se passe. On va regarder celle de Brut. Donc on en arrive à ce qui se passe actuellement, donc cet changement de constitution qui a été fait dans la nuit, je crois que du 22 mars. Je vais vous le montrer. Désormais, les Togolais n'éliront plus directement le président, on t'explique. Depuis le 25 mars, les députés togolais ont adopté une nouvelle constitution faisant passer le Togo du régime présidentiel au régime parlementaire. En clair, ce ne seront plus les citoyens qui éliront le président, mais l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Autre nouveauté, le mandat du président sera unique et d'une durée de 6 ans. Avant, il était de 5 ans et renouvelable une fois. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, bon, bah, si le président, c'est celui de la famille présidentielle, peut-être que du coup, c'est un peu ses derniers mandats. Mais en fait, la situation est plus complexe que ça parce que c'est pas ce qui risque d'arriver. Ce changement a été proposé par des députés majoritairement issus de Union pour la République Unir, le parti au pouvoir. Il a largement été adopté avec 89 voix sur 91. Il faut dire que les élections législatives de 2018 avaient été largement boycottées par l'opposition. Donc en fait, en 2018, il y a eu des élections législatives. L'opposition, effectivement, les a boycottées en disant qu'en fait, ça ne servait à rien, etc., parce qu'il n'y avait pas assez de pouvoir pour les députés, que ça allait être le même parti qui restait. Donc il y a eu une majorité aux législatives du parti au pouvoir, et c'est cette majorité qui est là actuellement à voter le changement constitutionnel. Et d'ailleurs, ils ont répondu à l'attaque de dire que c'était une majorité écrasante et que ça ne représentait pas le pays. Et je vous montre quand même ce qu'ils ont répondu à ça. Attendez. Si je retrouve le lien... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le Togo, c'est que
Leur site est assez bien fait, le site de la République du Togo. Et du coup, ils avaient répondu à ça. Attendez, hop. Voilà. Le 29/03, ils ont fait un post sur le site du Togo, republicoftogo.com. Il ne fallait pas boycotter les législatives de 2018. Une partie de l'opposition dénonce la révision de la Constitution adoptée en début de semaine par les députés. Du coup, la réponse, c'est pour Komla Doji Kokoroko, le ministre de l'Éducation, ces critiques ne tiennent pas la route. Nous avons du respect pour l'opposition, j'imagine. Nous avons du respect pour l'opposition, mais la réalité, elle a juridiquement tort parce qu'elle a été politiquement absente du jeu politique. Si ces partis n'avaient pas boycotté les législatives de 2018, ils auraient eu des députés et auraient pu se prononcer librement, a-t-il souligné vendredi. Pour celui qui est aussi l'un des responsables d'UNIR, donc le parti de majorité présidentielle, il faut dépassionner le débat et dédramatiser les évolutions constitutionnelles. Donc eux, ils justifient, bien sûr, ce changement de politique. Et on reprend la vidéo de Brut. La 5e République togolaise institue aussi un nouveau poste, celui de président du Conseil des ministres, réservé au chef du parti majoritaire ou au chef de la coalition des partis majoritaires à l'issue des législatives. C'est lui qui aura la véritable gestion du pays. Le président aura désormais un rôle symbolique. Alors là, on peut se dire c'est intéressant, parce que le président, du coup, serait plutôt un rôle de représentation, un peu comme le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre, et en fait, il y aurait un premier ministre qui serait vraiment en charge des enjeux politiques. Et là où ça devient complexe, c'est qu'est-ce qui suit derrière. Même si le régime parlementaire n'est pas très courant en Afrique, d'autres pays fonctionnent avec ce système. C'est le cas du Zimbabwe ou encore de l'Afrique du Sud. Mais pour l'opposition togolaise, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel qui pourrait permettre au président en exercice, Faure Gnassingbé, de rester au pouvoir sans se soumettre au suffrage universel. Alors là, ils n'ont pas exactement expliqué pourquoi, mais on va le comprendre au fur et à mesure des vidéos qu'on regarde. D'abord, on va regarder qu'est-ce que dit l'opposition qui est relayée là par AJ+. Aujourd'hui, il y a un putsch, un coup d'État constitutionnel qui est en train de se dérouler encore impunément au Togo. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas accepter. Je me souviens déjà qu'en 2005, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, c'était par un coup d'État. Et pendant 20 ans, il a conservé le pouvoir par des élections frauduleuses, par la manipulation de la Constitution et par la répression. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que l'argument principal sur lequel je suis assez d'accord au fond, c'est finir l'hyperprésidentialisme. Ça c'est ultra important je pense en Afrique, puisque ça, l'hyperprésidentialisme, c'est la conséquence d'avoir calqué les modèles de constitution français qui sont eux-mêmes issus d'un coup d'État de De Gaulle, donc la 5e République française, coup d'État militaire, enfin coup d'État constitutionnel de De Gaulle qui met en place l'hyperprésidentialisme. Ça a été mis en place ensuite en Afrique et ça a permis des dictatures militaires hyper vénères avec des reconductions de dictateurs au pouvoir, etc. Et donc effectivement, cette boucle, il faut la casser, c'est ultra important. Seulement là, la proposition faite au Togo, elle pose question parce que vous allez voir, vous allez comprendre. Alors là, on n'a pas eu trop de paroles, mais du texte de la part d'AJ+, qui fait quand même une présentation très dramatique de la situation. Et donc, attendez, avant que je vous montre ça, comment je peux vous expliquer correctement la situation ? Hop, je vais vous trouver l'article qui est sorti de France 24. Alors ça m'embête de vous montrer France 24, vous le savez bien. Mais bon, ils ont fait un article qui résume un peu les questions que ça pose. Une vidéo, pardon. Voilà, ils me fatiguent avec leur demande d'approbation. Hop là,
On regarde ça. L'actualité politique togolaise, les députés ont adopté une nouvelle constitution qui fait passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Que recouvre cette réforme? Pourquoi les députés de l'opposition s'y opposent-ils? Pour en parler, on retrouve à Lomé le président du Parti des Togolais, porte-parole du mouvement Touche pas à ma constitution, Nathaniel Olympio. Merci de nous retrouver dans le JTA de France 24. Donc là, Nathaniel Olympio, vous comprenez que c'est la famille de Sylvanus Olympio, hein, le premier président. Dites-nous, à première vue, cette réforme est censée être plutôt avantageuse pour vous en tant que député. Dites-nous pourquoi vous êtes contre. Je ne suis pas député et je suis contre cette constitution. Je suis contre, comme tous les Togolais, parce que les Togolais n'ont pas été associés à ce changement constitutionnel. Nous nous sommes réveillés, les Togolais se sont réveillés mardi matin et découvrent subitement que leur régime semi-présidentiel a été transformé en régime parlementaire par quelques députés, quelques dizaines de députés dans la nuit. Et les Togolais sont en colère parce que la constitution qu'ils remplacent est une constitution qui avait été votée par plus de 98% des Togolais. Et donc, c'est un legs des parents il y a 30 ans. Aujourd'hui, la jeunesse ne comprend pas. Les Togolais ne comprennent pas et s'opposent à ce changement constitutionnel. Vous savez, à l'heure où je vous parle, les Togolais ne connaissent même pas le contenu de cette constitution. Quelles sont les clauses? Rien n'a été expliqué. Aucun ministre n'est venu expliquer. Aucun député n'est venu expliquer aux Togolais. Tout est fait dans l'opacité. Mais en fait, nous savons pourquoi ils le font. Parce que l'année prochaine, une élection présidentielle est prévue. Et le chef de l'État actuel, qui va briguer un 5e mandat, sait parfaitement que cela ne va pas passer. Les Togolais ne laisseront pas passer. Donc ils anticipent. Et ils font une entourloupe. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Eh bien, c'est changer la constitution, c'est changer de république. Mais les Togolais sont en colère contre cela parce que, eh bien, le challenge qui était le sien, eh bien, il voulait changer, il veut passer par ce changement pour tromper la vigilance des Togolais. Mais les Togolais sont vigilants et s'opposent à cela. C'est pour ça que nous nous mettons dans un front, nous unissons nos forces et dans les jours qui viennent, vous verrez, toute l'opposition, toute la population togolaise sera dans les rues pour exprimer son mécontentement, cette colère, parce qu'enfin, nous devons changer ce qui se passe au Togo. Depuis 57 ans, on n'a pas connu d'alternance et c'est le seul pays dans la sous-région ouest-africaine qui reste figé dans ce système dépassé et qui est toujours fait par des manipulations constitutionnelles. Alors, ce qui est intéressant avec ce qu'il dit là, c'est qu'effectivement, il y a deux gros problèmes. C'est premièrement le fait que l'opinion publique togolaise n'ait pas été n'ait pas participé à ce débat, à ce changement. Et deuxièmement, le fait que effectivement le pays est depuis tellement longtemps sans alternance que ça pose vraiment question au niveau politique. Et c'était même le cas de ce qu'on a vu par exemple, il y a le cas du Gabon, le cas du Tchad, où on a des régimes un petit peu similaires. Mais en même temps, la chose qui me pose question, c'est de voir France 24, RFI, toutes les chaînes qui habituellement ne disent rien dans ce genre de situation ou qui vont être très douces sur ces manipulations de la Constitution. On l'a vu par exemple avec ce qui se passait au Sénégal quand Macky Sall a voulu garder le pouvoir pendant plus longtemps. France 24, RFI, etc. en ont parlé, mais ça n'a pas été un enjeu, genre donner la parole à l'opposition le plus vite possible. Alors que là, dans le cas du Togo, c'est ce qui est fait. Et je me demande, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, le documentaire sur Yadema Singbi qui commence par, c'est sans doute une personne qui est la plus autoritaire des régimes politiques africains, mais aussi sur laquelle il y a le plus de débats et de complexité de son approche. Parce que, là comme on le voit, ça se rapproche du modèle anglais, c'est sûr que le Togo n'est pas dans la filiation de ce qu'on pourrait appeler la France-Afrique pure et dure, parce que sinon tout le monde ne serait pas en train de les clasher comme ça. Mais en même temps, ça reste un régime qui a été rendu possible par une intervention des services secrets français, etc. Et qui a aussi de la formation des unités militaires, et policières togolaises par la police française, etc. Donc il y a quand même un lien proche, mais c'est complexe. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant avec le Togo, c'est de voir, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça génère. Et donc, là, je ne retrouve plus l'article que j'aimerais bien vous montrer, qui permet de comprendre la complexité vraiment de ce qui se passe. Je vais voir si c'est... Mais là, j'ai un article d'RFI. J'ai vraiment la flemme de vous montrer ça.
vais voir ce que ça donne. Nous avons clairement fait le choix d'un régime parlementaire. Donc là, ça va être plutôt la parole donnée à un député, je crois, du gouvernement, qui explique ce changement de constitution. Mais en fait, pour vous faire un petit résumé le plus concis possible de ce qui se passe et en quoi ça pose un problème, c'est qu'en fait, actuellement, le président du Togo, donc il a fait plusieurs mandats, comme vous l'avez entendu, et il y a une élection qui se prépare l'année prochaine. Donc maintenant, avec ce changement de politique, le changement de constitution, s'il devient président la prochaine fois, il n'aura plus vraiment de pouvoir, puisque on passe à un régime où le président n'a plus beaucoup de pouvoir politique. Mais du coup, ce qui va se passer à la prochaine élection, c'est qu'il va sans doute pas être le prochain président. Ce qui va se passer, c'est sans doute qu'il va devenir justement ce chef du Conseil des ministres. Donc en fait, ce chef de l'Assemblée nationale, entre guillemets. Et l'élection de ce chef, elle va se faire par les députés qui vont voter. Et il y aura plus de... C'est-à-dire que autant le président sera éligible seulement 2 fois, il pourra faire 2 mandats, mais il n'aura pas de pouvoir politique, autant le chef le Conseil des ministres, lui, il n'y aura pas de limite à ses mandats, a priori. Du coup, ce qui veut dire que ce qui risque très fort de se passer, c'est que Faure Gnassingbé va postuler à ce poste de chef des ministres et être reconduit plusieurs fois sans véritablement de possibilité de le faire partir, mais il ne sera pas président. Et vous voyez un peu la subtilité du truc. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, c'est ultra important de sortir des constitutions actuelles dans les pays africains parce qu'elles ne correspondent à rien et qu'elles sont l'héritage l'héritage colonial français d'une constitution elle-même bancale. Mais en même temps, comment faire ces changements constitutionnels en étant réellement à l'écoute des différents peuples qui ont des différentes réalités politiques en Afrique de l'Ouest. Et c'est ça, en fait, vraiment la question, quoi. Genre Premier ministre à l'anglaise, genre Rishi Sunak. Exactement, c'est vraiment ce genre de modèle. Et vous comprenez aussi pourquoi ça fait chier la France, puisque c'est un modèle à l'anglaise, au final. Mais qui, je pense, est plus pertinent en Afrique que les modèles présidentiels qu'il y a aujourd'hui qui permettent d'avoir des réélections à 90% complètement absurdes. Et en fait, en Afrique, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup des chefs religieux ou des chefs politiques de différents territoires qui sont en fait les vraies personnes qui font le jeu de la politique. C'est-à-dire que dire élection universelle, suffrage universel, quand la majorité de la population ne comprend pas forcément le français, ne comprend pas forcément les campagnes présidentielles. Bon, au Togo, c'est différent parce qu'ils font les campagnes pas forcément que en français. Mais dans certains pays, vous voyez que c'est complètement absurde. Il y a des parties du territoire où l'État ne contrôle pas certaines parties du territoire. Donc dire suffrage universel, c'est faux parce que de toute façon, ces populations n'ont pas pu voter. Donc en fait, il y a plein de choses où c'est effectivement plus cohérent de passer par des grands électeurs, entre guillemets, à l'américaine, ou bien des députés qui élisent. Ça fait plus sens, mais c'est à adapter en fonction de chaque contexte géopolitique particulier. Et là, dans le cas du Togo, ça pose vraiment question parce que est-ce que c'est ce changement vertueux qui est en train d'arriver, ou est-ce que c'est utiliser ce changement vertueux pour une tactique de conservation du pouvoir sans réellement écouter le peuple togolais? Quelle est la place du peuple togolais dans ce mouvement? C'est ça la question, quoi. Et du coup, pour terminer cette discussion, puisque ça va être l'heure pour moi de filer, qu'est-ce que j'aurais bien voulu vous montrer? Ah oui, il y a un autre truc qui fait polémique dans tout ça, et qui est intéressant, c'est la vidéo qui est sortie du groupe Mansa. Je vous avais déjà montré une vidéo du groupe Mansa qui est piloté par Alain Foka notamment, et qui avait parlé du franc CFA. Et là, en fait, ils viennent de sortir une vidéo qui s'appelle « Quel modèle de gouvernance pour l'Afrique ?» Et cette vidéo, elle est sortie quelques jours avant, justement, ce changement de constitution au Togo. Et du coup, ça a posé question, quelle est l'influence du groupe Mansa ou du personnage d'Alain Foka en général sur ce qui est en train de se passer au Togo, et comment est-ce que c'est justifiable, expliqué. Donc je vous laisserai regarder la chronique Mansa en entier. Je ne l'ai pas encore regardé en entier, je voulais le faire là, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste vous montrer quelques secondes de vidéo, et à la fin je terminerai par un petit extrait, parce que la constitution n'est pas définitivement changée au Togo, il reste encore une possibilité de faire bouger les choses, et je vais vous montrer ça juste après. Et cette vision serait partagée majoritairement et transcenderait
tous les courants, partis politiques. Dans un premier temps, on va se mettre d'accord sur la destination. Ah oui, donc j'explique rapidement. Alain Foka, c'est un journaliste d'origine camerounaise, mais qui a longtemps travaillé notamment pour RFI, mais qui s'est dégagé avec beaucoup de critiques de tout ce qui se passait au niveau médiatique français et qui a décidé de créer sa propre chaîne sur laquelle il donne un point de vue où il essaie de parler de l'Afrique pour les Africains avec une vision panafricaniste, mais spécifique à lui, quoi. Enfin, en tout cas, il essaie de porter une forme de panafricanisme. Et donc il fait ces rendez-vous Mensa et ces chroniques dans lesquelles il demande à des gens, acteurs de la société civile, de proposer des nouvelles idées pour une politique africaine qui correspond réellement aux réalités africaines. Et donc là, ils ont fait leur dernière chronique sur le modèle de gouvernance pour l'Afrique. Destination. Quelle est la destination que, de manière consensuelle, toute la population ou ceux qui sont en âge de s'exprimer, on veut aller? Dans le domaine, il est important de copier ailleurs ce qui peut l'être tant qu'il n'est pas en déphasage avec notre identité. Il est impératif d'élaborer, comme l'ont fait par exemple les Chinois, comme l'ont fait les Singapouriens, les Émiratis, pour ne citer que ceux-là, un projet sur le moyen et long terme qui est notre boussole. Une boussole qui ne doit pas souffrir des errements, des fantasmes des politiques. Nous avons des projets, des politiques court-termistes sans aucune vision à proposer à nos populations. Donc la première chose, c'est d'établir une vision qui s'imposerait, qui transcenderait les partis, les courants politiques, qui s'imposerait aux dirigeants. Et le but de cette vision, c'est d'aller vers un progrès inclusif. Cette vision doit être ambitieuse, réaliste et partagée. Elle doit être la boussole. On ne doit pas la mettre en veilleuse. Et elle ne peut subir les lubies, les fantasmes des politiques souvent prompts à vendre des idées justes pour séduire l'électorat. Les dirigeants doivent désormais être jugés à leur capacité à réaliser, à respecter le projet, leur talent à mettre en œuvre la vision. Si le peuple, au regard de son potentiel, de ses richesses dans tel ou tel secteur, a décidé d'être champion du monde dans son domaine de prédilection, le politique doit se mettre au service de cette vision, sans possibilité de s'en détourner, sans le consentement du peuple. Alors c'est là la grosse question. Donc ils ont fait cette vidéo. Là on a vu le changement qu'il y a au Togo. Quelle est la place du peuple togolais dans ce changement de constitution? Quelle est la vision du peuple togolais, des peuples togolais même, puisqu'il y en a plusieurs peuples, sur l'avenir de leur pays? Et c'est ça qui serait intéressant de comprendre. Qu'est-ce que ces peuples veulent? Et donc je termine avec cette vidéo là encore une fois de TRT Africa, qui a été repartagée par Togolais du monde entier, et qui parle de où on en est actuellement, puisqu'elle a été partagée quand ça? Il y a 16 heures. Donc là, il y a du nouveau dans l'affaire Togo. Je vous laisse écouter ce qui se passe. Au Togo, le président de la République, Faure Gnassingbé, demande une relecture du projet relatif à la nouvelle constitution togolaise. Cette nouvelle constitution, adoptée dans la nuit du 25 mars, était en attente de promulgation. Toute chose étant perfectible et au regard de l'intérêt suscité au sein de la population par le texte depuis son adoption, le président de la République a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée. La nouvelle constitution qui introduit un régime parlementaire et enlève aux Togolais le droit de désigner directement le président de la... Alors ça, ce point-là, justement, je trouve que c'est ça qui pose question. Enlève aux Togolais le droit de désigner directement. Est-ce que les Togolais faisaient déjà ça réellement? Je pense pas. Dans la majorité des pays africains, pas non plus. Mais du coup, la question, elle est plutôt genre, est-ce que ça va lui permettre de se reconduire indéfiniment? C'est plutôt ça. Et que veulent les Togolais, en fait? C'est surtout ça la question. C'est pas forcément qu'ils puissent désigner le gars individuellement, mais c'est peut-être qu'ils veulent changer le projet politique, effectivement. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ça, il faudrait qu'on le sache. La République a suscité une vague d'indignation, surtout sur les réseaux sociaux. La démarche n'a pas non plus laissé indifférente l'opposition togolaise ni la conférence des évêques du Togo. Cette dernière a demandé au chef de l'État de surseoir. Et là, on voit les évêques du Togo, donc c'est plutôt le côté catholique. On parlait tout à l'heure du lien entre les catholiques, les protestants, les conflits qui se passent. Les catholiques, c'est plutôt ceux qui sont liés au pouvoir français a priori. Les protestants, c'est un peu plus compliqué, mais il y a aussi l'influence anglaise au Togo, vous avez compris, à cause de son histoire très particulière. Mais c'est intéressant de voir que les évêques réagissent particulièrement.
à la promulgation de la nouvelle constitution et engager un dialogue inclusif pour un sujet aussi important qui va, je cite, profondément changer la vie politique du Togo. Le projet de doter le pays d'une nouvelle constitution n'est pas suspendu. Non, il va simplement être réétudié à l'Assemblée nationale où le parti au pouvoir dispose d'une large majorité. Quand on veut changer de régime, les parlementaires ne peuvent pas juste se réunir et le faire. Deuxième raison, l'article 59 de notre Constitution dit que ce qui touche au mandat présidentiel doit être décidé par référendum. Troisième, l'article 52 de la Constitution dit que les députés dont le mandat est arrivé à expiration restent en place jusqu'à ce que les nouveaux députés soient élus. Parce qu'il faut savoir que les députés actuellement en place au Togo, en fait, leur mandat est déjà arrivé à expiration. Ce qui veut dire que il y a une question de à quand les législatives qui permettront de les remplacer. Ça, c'est une grosse question, on n'en a pas parlé dans la vidéo là, mais c'est aussi une partie du problème. Ce qui signifie que une fois leur mandat arrivé à expiration, ils ne peuvent plus s'arroger le droit de prendre des dispositions qui engagent grandement l'État. Quelle est l'urgence pour le Togo de disposer d'une nouvelle constitution? En quoi la constitution de 1992 n'est plus adaptée pour les Togolais? Voilà autant de questions qui certainement feront l'objet de débats une nouvelle fois dans les jours à venir au sein de l'Assemblée nationale. Bon bah voilà, on va terminer sur ça, parce que moi je dois filer. Et donc sur cette question de l'indignation au sein de l'opposition, la question de la nouvelle constitution au Togo, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut suivre attentivement la situation du Togo, qui est donc un pays avec une histoire spécifique, qui lui permet aussi de faire des changements politiques très particuliers qu'on n'aurait pas vu dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française. Et du coup, il faut vraiment faire attention à ce qui est en train de se passer là, aussi parce que c'est un peu comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires tout à l'heure, une forme de petite Suisse de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire c'est un pays dans lequel ils vont essayer d'inventer quelque chose une position diplomatique et économique très, très spéciale, et ils essaient d'en faire le cœur de la géopolitique interne de la sous-région, Afrique de l'Ouest du coup. Du coup, je pense qu'il est ultra important de suivre qu'est-ce que ça va donner ce repassage sur la loi, sur ce projet de loi. Comment est-ce que le peuple togolais va réagir à tout ça? Est-ce qu'il va être favorable, contre? On a entendu l'opposition ici, mais que disent les gens dans la rue au quotidien, sachant que c'est quand même un régime qui n'est pas le plus démocratique qui soit, donc où les gens n'osent pas forcément prendre la parole pour exprimer leur point de vue, mais quand même, que pensent les gens au Togo? Est-ce que ça va leur donner plus de liberté? Est-ce que ça va au contraire leur en donner moins? Comment vont se positionner les autres pays d'Afrique de l'Ouest vis-à-vis de cette modification? Est-ce que d'autres vont suivre cette route ou pas? Est-ce qu'on va avoir vraiment comment je vais dire ça? Quelque chose de plus authentiquement africain comme projet politique? Ou est-ce que ça va être une pâle copie du modèle de type anglo-saxon avec des démocraties parlementaires? Voilà, ça c'est vraiment les questions qui sont au cœur de cette problématique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste de la politique au Togo, donc j'ai peut-être dit des erreurs, j'ai peut-être dit des choses qui ne sont pas correctes. N'hésitez pas en commentaire à réagir, à corriger, à donner des sources pour complexifier la chose. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est assez passionnant à suivre si vous vous intéressez à l'Afrique de l'Ouest en général. Et je vous dis merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vois qu'il y a des questions, etc., mais je n'ai pas le temps de répondre à tout. Je ne sais pas combien de temps on est élu député, par exemple. Est-ce que c'est reconductible? Je ne sais pas, j'avoue. Et merci à tous et toutes de m'avoir suivi aujourd'hui en live. Comme je dis à chaque fois, si vous voulez nous soutenir économiquement, n'hésitez pas. Le site Histoire Crépue, ça vient directement dans notre poche. Vous pouvez donner la somme que vous voulez, en fait, pour nous soutenir et qu'on puisse continuer à faire ce travail. Et on se retrouve, je pense, peut-être la semaine prochaine, si j'ai le temps, sans doute le dimanche. Je vais essayer de mettre le replay qui va être disponible sur la chaîne secondaire d'Histoire Crépue. Vous avez peut-être pas vu cette chaîne. Attendez, je vais vous la montrer. Histoire Crépue, replay.
En fait, je pense que je vais mettre de moins en moins les replays sur la chaîne principale. Je vais la conserver pour autre chose. Et sur la chaîne secondaire qui s'appelle Replay d'Histoire Crépue, là, vous trouvez tous les replays de 2 heures. Mais peut-être que je vais les tronçonner en petites parties, ce sera plus simple. Et bien, à bientôt tout le monde. On se dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!